Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien pour démarrer ce webinaire? Bonjour à tous. Top, top. Alors, donc on est ici pour parler avis client et SEO, mythe et réalité. On est vraiment hyper content avec Sébastien de démarrer ce webinaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà se présenter en quelques secondes. Sébastien, je te laisse démarrer et puis j'enchaîne. Bonjour à tous. Donc ravi, merci beaucoup Thomas pour cette invitation. Donc moi je suis Sébastien, je suis un des cofondateurs de Foxglove. Foxglove, donc en quelques mots, on est une agence spécialisée en SEO, c'est notre unique cœur d'expertise et on a comme caractéristique assez simple d'être une agence d'experts seniors. Donc ça veut juste dire que tous les consultants qui travaillent chez nous font du SEO depuis au moins 5 ans et la moyenne doit être à peu près à 10 aujourd'hui. Donc, vraiment des personnes qui connaissent bien les algorithmes et qui sont capables d'aller chercher de la performance sur ce sujet. Top. Et de mon côté, je suis un des cofondateurs de Trustfolio. Notre métier est hyper simple. On est un tiers de confiance pour générer des témoignages clients B2B, d'où la thématique aussi du jour. Voilà. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 400 sociétés, TPE, PME et aussi les grands comptes dans ces problématiques de collecte de témoignages et de diffusion. Ensuite, sur tous les canaux de communication que vous pouvez imaginer, Google, LinkedIn, etc. Euh, on va démarrer ce webinaire. Pour mettre un peu de contexte, on va avoir un échange avec Sébastien pendant 30 minutes. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez vous poser vos questions et pendant du coup l'échange qu'on a. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je vais les regarder et je vais essayer de les réintégrer directement dans notre échange avec Sébastien. Et puis, en parallèle, on prévoira un petit temps d'échange à la fin si vous avez des questions plus spécifiques. Euh, on va dire entre 5 et 15 minutes pour que tout le monde puisse repartir avec un maximum de concret et surtout d'apprentissage à la sortie de ce live. Du coup, Sébastien, on peut démarrer avec un peu le pourquoi on a créé ce webinaire. Quand on a échangé, l'idée c'était de se dire, bon, on a un peu l'impression que on raconte un peu tout et n'importe quoi sur l'impact des avis clients sur le SEO. Et du coup, hyper preneur de un peu toi aussi voir comment quand on a parlé de ce sujet-là, comment tu as abordé le sujet et qu'est-ce qui te paraissait, enfin, c'est quoi un peu les grands poncifs qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend souvent quand on parle d'avis client à SEO? C'est exactement ça. En fait, quand on lit un petit peu ou quand on se renseigne sur ce sujet-là, on lit un petit peu tout et son contraire. Et il y a beaucoup d'affirmations que, qui sont plus ou moins fondées ou infondées et qui sont plus ou moins vraies ou pas. L'idée, c'est au travers de plusieurs exemples et d'un petit peu de data, d'essayer de voir un petit peu le vrai du faux, de creuser un petit peu les sujets au-delà des réflexions de bon sens, de regarder un petit peu si oui ou non on a ces corrélations qui paraissent évidentes et qui ne le sont pas toujours. Donc on va s'appuyer sur plusieurs exemples. Premier exemple, donc on est là pour parler avis client et B2B. Et donc, premier exemple, je suis une entreprise qui cherche à développer ma lead gen. Je vais donc dans Google rechercher une entreprise pour faire de la prospection externalisée. Et donc, dans les premiers résultats, on s'aperçoit que globalement, dans le top 3, aucun des sites que me propose Google, donc qui considère comme légitime sur ces requêtes-là, n'a d'avis client. Et si j'élargis un petit peu, dans le top 10, donc dans la première page, là où se fait le trafic, globalement, j'ai un seul résultat pour lequel on a un avis client. Donc, Euh, l'affirmation, vas-y, je t'en prie. ouais, quand tu dis qu'ils n'ont pas d'avis client, c'est comment toi tu le vois? Est-ce que parce que du coup, je pense que tu parles des rich snippets qui sont là, c'est ça? Les étoiles? Exactement. Les snippets qui remontent Ok. directement dans la SERP. Et donc, un des éléments, c'est souvent ce raccourci qui est de dire que les avis, globalement, influenceraient le ranking. En tout cas, dans ce cas-là, on peut clairement dire, d'après la SERP, donc d'après la vérité de Google à un instant T, que sur ce cas précis-là, les avis ne semblent pas être un critère dominant dans le ranking. On entend Mais souvent, ouais, notamment. Vas-y, je t'en prie. désolé, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est pas pour autant que les 3 premiers ont pas d'avis, c'est juste qu'ils ont pas cette notion de rich snippet et qu'ils l'exploitent pas, comme ça. C'est Exactement.
Exactement. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de lien direct dans leur code, enfin, dans le code HTML via les données structurées qui permettent de remonter des avis et de faire apparaître ces avis dans la SERP. Et donc, si on reste dans un contexte B2B, souvent on a l'exemple des requêtes géolocalisées, donc où on cherche une personne de confiance à proximité, donc une entreprise. Et donc là, si on refait la même requête et qu'on s'intéresse à ce que Google affiche dans la partie qui anciennement était Google My Business et qui maintenant s'appelle Google Business Profile, on s'aperçoit qu'on a également des données qui sont assez déroutantes si on part du principe que, les avis sont un élément central du ranking. Pourquoi? Parce que le premier qui remonte n'a pas d'avis. Les deux suivants ont des avis, mais si on regarde dans le détail, le deuxième a une note moins bonne que le troisième, et pourtant, ils ont tous les deux le même nombre d'avis. Donc, est-ce qu'on arrive à conclure que, globalement, les avis sont un critère de ranking sur cette partie géolocalisée? Vraiment pas certain. Là, on est dans un contexte B2B, et donc on peut se poser la question d'une potentielle différence entre le B2B et le B2C. Si on va regarder sur une requête purement B2C, donc on prend une requête qui est basket blanche pour femmes. Donc là, c'est une requête vraiment très B2C sur laquelle on s'attend à avoir potentiellement des avis sur les meilleures paires de baskets, etc. La même chose sur cette requête-là. Dans le top 3, aucun avis qui apparaît dans la SERP. Et globalement, dans le top 10, on a un seul acteur qui a des avis qui remontent et il est globalement positionné en 9e position. Donc, quand on regarde un petit peu ça, on se dit que l'affirmation qui est de dire que les avis sont un facteur déterminant de ranking semble pas tout à fait vérifiable ou vérifié. Et l'idée, c'est au-delà de la perception, d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin en se basant sur de la data. Donc, c'était un petit peu l'idée de sortir des exemples au coup par coup et de venir regarder si on essaie de prendre un petit peu plus de data, ce qu'on pourrait tirer comme conclusion. On a accompagné un client en 2021 qui est un site e-commerce de petite taille en B2C, 2800 pages. Et en fait, on a mis en place les avis clients sur le site en cours de l'accompagnement. Et donc, ce qui a permis d'avoir de la data et de pouvoir analyser cette data-là en essayant d'avoir un prisme qui est le plus juste possible. Donc, on a pris des périodes de référence identiques, donc les mêmes nombres de jours, exactement les mêmes jours de la semaine, puisque c'est un client qui est soumis aux aléas des week-ends et des semaines. Et puis, on a voulu regarder ce qui se passait au niveau du taux de clic, donc le CTR. On entend souvent dire que les avis dans la SERP vont améliorer le taux de clic. Et donc, c'était l'objet de cette analyse. Donc, on s'est concentré sur les requêtes du top 10 pour qu'on ait des visites et qu'on puisse calculer des taux de clic. Et on a suivi 4 éléments. Donc, les différences d'impression, les différences de trafic, ce qui va nous intéresser, les différences de position et de taux de clic. Si on regarde un petit peu dans le détail, si tu passes à la slide suivante, on va avoir une image de la situation avant. Donc, avant mise en place des avis, on avait 248 requêtes qui se positionnaient dans le top 10. Elles généraient un petit peu plus de 14 000 impressions, un petit peu de plus de 1000 visites, une position moyenne de 4,18 et un taux de clic de 12,87%. Sur ce même site, même écosystème, aucune différence. On met en place les avis clients et on regarde ce qui se passe sur la même période qui suit la mise en place des avis. On a effectivement une augmentation du nombre de requêtes qui rentrent dans le top 10. On passe à 372 requêtes. Et si on regarde un petit peu plus bas dans la slide, on a 131 pages qui n'étaient pas dans le top 10 et qui rentrent dans le top 10. Et 105 pages pour lesquelles on avait déjà une position dans le top 10 et pour lesquelles le ranking va s'améliorer. Ces pages-là, par contre... La pointure la seule optimisation que vous avez faite, c'est la mise en place d'avis, c'est ça? Exactement. C'est le seul élément qui a changé.
Ok. Et donc, Et du coup, il y a une demande de précision sur cette mise en place d'avis. c'est les rich C'était du snippets, recueil. avis clients qui remontent dans la SERP. Ok. Ok. Exactement. On s'aperçoit que malgré l'augmentation du nombre de requêtes qui rentrent en top 10, on a moins d'impressions, on a beaucoup moins de clics, on a une position moyenne qui s'est très légèrement dégradée et on a un CTR qui s'est très légèrement dégradé. Donc, c'est extrêmement difficile, quand on a ce type de métriques-là sur ces datas-là, de se dire que, de manière indiscutable, on a une amélioration du ranking et du CTR grâce aux avis clients. Si on regarde un petit peu dans le détail, on a même 126, reviens juste sur la slide d'avant, Pardon, ouais. on a 126 requêtes pour lesquelles on a même eu une dégradation de la position moyenne. C'est-à-dire que l'URL se positionnait à un certain niveau, on met en place les avis, on constate une dégradation de sa position moyenne. Et sur les requêtes pour lesquelles on a une amélioration de la position moyenne, donc les 105 requêtes qui étaient dans le top 10 avant les avis, dans le top 10 après les avis, et pour lesquelles la position s'est améliorée, et bien pour la moitié, pour 55 d'entre elles, on a une dégradation du CTR. Ok, donc pour bien comprendre, donc avant, tu avais des pages, donc quand tu tapais dans Google, il n'y avait pas de petites étoiles qui s'affichaient en dessous, donc les fameux Exactement. snippets. Vous avez mis Exactement. en place du coup ce système d'étoiles, et donc à partir du moment où vous avez mis en place ce système d'étoiles, tu as vu ces résultats-là, et le constat que tu fais, c'est que a priori, il y en a pour lesquels ça améliore C'est la ça. position et le taux de clic, et puis il y en a pour lesquels ça le dégrade. Exactement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une influence directe, claire et simple entre la mise en place des avis et le ranking que Google va proposer pour la page. Pourtant, les avis sont un élément hyper important. Effectivement, il y a pas mal de situations d'achat où on va avoir besoin d'avis. Et donc, typiquement, si on fait une requête euh, où on va expressément demander à Google donne-moi des avis, par exemple, sur les canapés de place, là, de manière assez surprenante, on retrouve aussi dans la SERP des résultats qui n'ont pas d'avis apparent. Et donc, on voit ici, dans le top 3, on a des résultats sans avis. Si on regarde dans le top 10, on a 6 résultats avec avis, 4 sans avis, alors qu'on a expressément demandé à Google des avis. Et en fait, Google va avoir tendance à faire apparaître des comparateurs. Le comparateur, il peut être intéressant dans ce cas-là, parce que dans mon intention de recherche, je suis sur une recherche qui va être à mi-chemin entre informationnel et commercial. Je n'ai pas encore choisi le produit que je voulais. Je suis en train de me faire un avis. Et donc, d'un point de vue SEO, si on parle en termes d'intention de recherche, je vais avoir vraiment, on est encore en amont de la transaction. Je suis en train de me faire un avis et donc je vais collecter des sources d'informations qui vont me permettre de faire cet avis. Si on va à une recherche transactionnelle, si on va sur l'exemple d'après, on a une recherche transactionnelle et là, on est assez surpris. Donc, c'est crème anti-rides. Donc, normalement, on devrait avoir des pages produits qui répondent à cette intention de recherche. Je veux trouver et acheter une crème anti-rides. Et en fait, on s'aperçoit que dans la SERP, les 2 premiers résultats, aujourd'hui, c'est des sites éditoriaux. Donc, on pourrait se dire que Google évolue et a tendance à vouloir partager plutôt de l'information qui permette à chacun de se faire son propre avis en fonction de ses critères qui lui sont propres, plutôt que d'essayer de se baser sur les avis des autres personnes, les avis tiers, pour influencer le ranking ou le taux de clic. Si on essaie d'apporter une conclusion à tout ça, on voit 5 éléments importants. Globalement, pas de lien simple et évident entre les avis et le ranking. C'est pas parce qu'on a des avis qu'on rank mieux, c'est pas parce qu'on a des bons avis qu'on rank mieux. Y compris sur la partie géoloc, que globalement, on n'a pas une corrélation simple et linéaire entre la présence d'avis et l'augmentation du CTR. C'est plus complexe que ça. Et qu'aujourd'hui,
Google va avoir tendance à vouloir donner plutôt une information à l'internaute pour qu'avec sa propre grille de lecture, avec sa propre pondération des critères importants pour lui, il puisse se faire lui-même son propre avis, plutôt que de se baser sur des avis tiers qui sont manipulables. On sait très bien qu'on peut aller mettre des mauvaises notes sur les concurrents, aller mettre des très bonnes notes chez soi, etc. Est-ce que ça veut dire que les avis n'ont pas d'importance? Et surtout, la question, c'est comment Google évalue la légitimité et la crédibilité d'un site s'il ne fait pas attention à ce qu'on dit de lui sur la toile, notamment au travers des avis. En fait, désolé, sur ta sur ta conclusion, là, nous, ce dont on parle principalement aujourd'hui, c'est les petites étoiles qui sont affichées dans les résultats. Exactement. Et donc souvent on nous dit, enfin il y a pas mal d'entreprises qui disent il faut absolument des étoiles, ça va améliorer votre taux de clic, etc. Là, en gros, la conclusion, c'est que ça n'a pas forcément enfin, c'est difficile de prouver l'impact direct sur du SEO. On a autant d'exemples qui prouvent le oui que le non, et pareil pour le taux de clic. Exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, la question, ça va être comment Google fait pour estimer qui est légitime et qui va favoriser dans les rankings. C'est très simple. Chez Google, ça se passe toujours au même niveau. C'est au niveau des algorithmes. Et en fait, on a un algorithme qui est bien connu, qui est assez ancien, qui s'appelle EAT, et qui a pour objectif justement de venir gommer un petit peu ces éléments de manipulation d'avis. EAT, c'est plutôt ancien, ça a 9 ans, ça date de 2014, ce qui dans le digital est même assez vieux. Et en fait, l'idée de Google, c'est assez simple, c'est plutôt que de se baser sur les avis émis par des tiers, de pouvoir analyser la crédibilité et la légitimité d'un site sur une thématique en se basant sur 3 critères, 3 typologies de critères. L'expertise, est-ce que je suis un expert du sujet que j'aborde? Est-ce que je le traite en profondeur, correctement, etc. L'autorité, est-ce que je suis reconnu dans l'écosystème par les autres comme autoritaire et légitime sur le sujet? Et la confiance, qui va être basée sur plein d'éléments qu'on pourra développer un petit peu plus tard, mais est-ce que c'est un site de confiance ou est-ce que c'est un site plutôt d'arnaque, entre guillemets? Et donc là, ça va être lié à plein d'informations légales, les mentions légales, où est-ce que je suis enregistré, etc. etc. Et la sécurité du site et plein d'autres critères. Globalement, ça fait une dizaine d'années que Google a trouvé la parade pour savoir qui était légitime ou non sur une thématique. Si on va sur la slide suivante, on voit qu'une des manières qui est très connue et qui est très mise en place pour travailler cet algorithme EAT, c'est le fait de venir prouver son expertise en rattachant une source à une personne qui est légitime pour s'exprimer sur le sujet. Donc on voit ici par exemple Doctissimo qui va signer ses articles avec à la fois un travail journalistique et un médecin, un docteur, donc quelqu'un qui est légitime sur cette thématique-là, pour venir s'exprimer. Si on prend un exemple donc ça, B2B, par exemple, dans si on prenait un exemple par exemple sur ton exemple de prospection externalisée, si je suis une entreprise qui fait de la prospection, à ce moment-là, je peux avoir des articles qui sont écrits par des journalistes économiques en collaboration avec un directeur commercial d'une entreprise hyper connue. Et là, du coup, cet article-là, a priori, Google va détecter qu'il y a une vraie expertise derrière, c'est ça? C'est ça. En tout cas, il va être capable de s'assurer et de confirmer que la personne qui a écrit l'article n'a pas écrit un article purement optimisé pour le SEO, mais a écrit un article en connaissant l'écosystème avec des vrais éléments fondés sur l'expérience et qui va pouvoir appuyer de son expertise légitime cet article-là. Donc là, c'est les cas assez faciles où on a un domaine qui est légitime, Doctissimo, une personne qui écrit qui est légitime, et donc tout s'aligne bien. Je voulais dans ce webinaire-là vous partager un exemple qui est assez déroutant pour quelqu'un qui analyse le SEO comme moi, qui est l'exemple suivant, donc une requête extrêmement concurrentielle, donc requête crêpe, 368 000 recherches mensuelles, une difficulté à se positionner dans cette SERP-là qui est évidente, avec une difficulté scorée à 52. Et en fait, on s'aperçoit, quand on analyse cette SERP, qu'on a quelques intrus, et notamment
le site de Philippe Etchebest qui se positionne dans le top 5 avec une autorité de domaine qui, au regard des concurrents, est très faible. Vraiment très faible. Et donc, d'un point de vue SEO pur, il est difficile d'expliquer de manière logique comment ce résultat-là arrive à se positionner sur cette requête aussi concurrentielle. Et donc, on pourrait émettre l'hypothèse que, au-delà des éléments d'autorité pure liés au netlinking et qui restent fondamentaux pour le SEO, on a peut-être aussi un élargissement d'un certain nombre de critères et une diversification des critères de la part de Google pour aller chercher d'autres preuves de légitimité. Et effectivement, si on prend un peu de recul humainement sur les choses, est-ce que Philippe Etchebest est assez légitime pour communiquer une recette de pâte à crêpes? A priori, oui. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir un domaine extrêmement autoritaire pour qu'on comprenne qu'il soit ou qu'il puisse être légitime sur cette requête-là. Si on regarde dans le détail sur la slide suivante et qu'on essaie de comprendre un petit peu dans quelle mécanique et dans quel écosystème Google travaille, on sait que Google crawl le web dans tous les sens, les parties sociales, les parties éditoriales, et qu'avec l'intelligence artificielle, il est capable de comprendre l'ensemble des contenus, qu'il est capable de savoir si c'est des contenus qui sont plutôt positifs ou négatifs sur telle thématique ou tel acteur. Et donc, si on regarde juste en ouvrant sur la partie sociale, la chaîne YouTube de Philippe Etchebest, globalement, on a 1 200 000 abonnés. La chaîne YouTube de Marmiton, on en a 400 000. Et donc, il y a un signal fort pour Google de légitimité de cet acteur-là à se positionner sur cette thématique-là. Et donc, on peut émettre l'hypothèse que, au-delà des indicateurs SEO classiques, de netlinking, de popularité, de puissance, de thématisation, etc., Google a ouvert depuis quelque temps son champ des critères à d'autres signaux qu'on pourrait appeler preuves sociales au sens large, c'est-à-dire est-ce qu'au-delà des indicateurs netlinking qui peuvent être manipulables quelque part comme le sont des avis clients, est-ce qu'on n'a pas d'autres indicateurs qui viennent enrichir l'analyse de la popularité et de la confiance que Google peut accorder dans un domaine? Donc ça, c'est vraiment sur l'algorithme pur. Et en fait, ouais, c'est bon, tu peux passer à la slide suivante. Ce qui est assez intéressant avec Google, c'est que ces algorithmes évoluent de manière assez régulière. Là, depuis le début d'année, on est gâté, même depuis l'automne dernier. Et en fait, en décembre dernier, donc il y a 3 mois, il a lancé une nouvelle mise à jour de son algorithme AT. Et cette mise à jour est extrêmement intéressante parce que le E qui s'est rajouté, c'est le E qui est lié à l'expérience. Et donc, parmi les derniers algorithmes que Google a déployés, donc c'est tout fraîchement ici, il y a quelques mois, on voit que l'avis des utilisateurs reste central et fondamental dans la philosophie de travail de Google. Ce que Google cherche à savoir, c'est qui est bon dans son domaine, qui est légitime et qui est reconnu comme tel. Et en fait, l'expérience, et quand Google parle d'expérience, c'est vraiment la crédibilité de quelqu'un qui donne son avis parce qu'il a été utilisateur ou parce qu'il est utilisateur du produit ou du service qu'il va décrire et sur lequel il va pouvoir émettre un avis jugé sur sa propre expérience, un avis qui va être basé sur une analyse profonde et pertinente de ce qu'il a pu vivre. Et donc, en fait, on voit là tout l'intérêt des sites tiers qui vont permettre de justifier et de garantir à Google qu'une personne a donné un avis sur une société ou sur un produit parce qu'il a réellement utilisé, commandé ce produit ou service. Et donc, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Si on regarde la communication officielle de Google, donc Google a toujours une communication officielle qui est un peu stéréotypée, mais là, c'est assez intéressant parce qu'ils ont schématisé l'évolution algorithmique qui était faite. Donc, Google, c'est quand même le roi de la langue de bois. Là, on voit que la confiance, qui était un des piliers même de EAT, devient en fait une résultante de l'expertise, l'autorité et l'expérience, et que la confiance que Google et la crédibilité que Google va accorder à un domaine, finalement, ça va se retrouver
au milieu de ces 3 indicateurs-là. Et c'est ça qui va faire justement ce score de confiance qui va être appliqué de manière algorithmique pour venir influencer les rankings. Okay. Si on essaye de prendre un petit peu de recul sur tout ça, on va pouvoir tirer quelques conclusions qui sont assez simples. Le premier élément, c'est que les avis sont manipulables. Google le sait depuis très longtemps et donc il a trouvé une parade. Il a développé un algorithme spécifique il y a déjà très longtemps et donc un algorithme sur lequel il a pu avec l'IA monter en expertise et monter en expérience pour évaluer lui-même la crédibilité et l'autorité d'un site, la légitimité à se positionner sur certaines typologies de requêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir beaucoup de mal à influencer, à manipuler cet algorithme parce qu'il est beaucoup plus complexe que la simple arithmétie qu'on pouvait avoir avec les avis clients. Que c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité. Les dernières évolutions algorithmiques, il y a quelques mois, donc on l'a vu en décembre avec EAT, et on a eu une mise à jour algorithmique aussi au mois de février sur la partie product et des avis produits, montre clairement que Google n'a pas du tout renoncé aux avis clients et au partage d'expérience, mais qu'au contraire, c'est vraiment un sujet qui est fondamental dans son algorithme et dans sa vision du partage de l'information au cœur de son moteur de recherche, et que donc c'est vraiment central dans sa philosophie de pouvoir, au-delà de ce que lui calcule de manière algorithmique, valider le retour d'expérience de personnes qui ont réellement utilisé les avis, utiliser des produits ou des services d'une société. Et en fait, on s'aperçoit que Google va avoir maintenant tendance à laisser l'utilisateur au cœur de son propre schéma de décision. Et en fait, chacun ayant des pondérations d'avis différentes, des éléments auxquels on est plus ou moins sensible ou moins sensible, c'est très difficile d'avoir une forme de vérité sur un avis ou sur un retour d'expérience. Et en fait, Google va s'appuyer sur des ressources tierces, donc éditoriales, des sites de confiance, etc., pour agréger des avis, de l'information, etc., et permettre à l'internaute de venir lui-même se faire sa propre opinion de l'adéquation entre le produit ou le service qu'il vise et ses attentes. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ces sites-là, Google a tendance à les mettre en avant, ce qu'on voyait dans le cas de la crème anti-rides. On a une recherche qui est vraiment très transactionnelle, et pourtant Google va faire remonter de l'informationnel sur cette requête-là. Dernier élément, le netlinking est et reste fondamental dans l'algorithme de Google, mais il y a un certain nombre de signaux et d'éléments qui nous font pencher vers l'hypothèse que c'est plus le seul critère capable de définir la légitimité et que Google a ouvert quelque part son analyse à d'autres critères moins manipulables, plus généralisés, qui vont venir confirmer ou infirmer une forme de légitimité. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la preuve sociale, ce qu'on dit de vous sur le web, ce qu'on dit de votre entreprise, ce qu'on dit de vos services. Google le connaît, le lit, il est capable de le comprendre, il est capable de l'assimiler, il est capable de le restituer dans des cases, et donc il est capable de scorer tout ça. Et manifestement, sur certaines requêtes, c'est des éléments qui vont impacter le ranking au-delà des métriques SEO pures qu'on suit depuis toujours. Ok, hyper clair. Du coup, ça va répondre à la question de Régis, je pense. Et Sébastien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si j'essaye un peu de synthétiser ce que tu disais, aujourd'hui, c'est vraiment établir un lien entre les étoiles qu'on peut avoir, les étoiles d'avis classiques que tout le monde veut, un petit peu que tout le monde demande. Le lien entre ça et le référencement est très difficile à prouver. En revanche, il y a quelque chose qui est central chez Google, c'est quelle est en fait l'expertise, l'autorité qu'on a et ce qui se dit de nous, ce qui se dit d'une marque.
Et donc, du coup, a priori, il est très puissant pour détecter ce contenu, qu'on le maîtrise ou qu'on ne le maîtrise pas. Et c'est là que les plateformes de collecte d'avis, qui sont des plateformes tierces, de collecte de témoignages, vont être ultra pertinentes. Parce que du coup, déjà d'un point de vue netlinking, backlinking, c'est super bien parce que c'est en général des plateformes qui ont une bonne autorité, donc c'est un lien positif pour son site. Et puis, de manière plus générale, en fait, Google est capable d'aller chercher cette information-là, de la relier et du coup de faire un lien entre notre marque et du coup notre autorité. Et donc du coup, ça va avoir un impact sur, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on émet, c'est que ça a un impact sur du coup sur sur la position qu'on va avoir sur les requêtes clés. Pour autant, c'est pas le seul déterminant. A priori, c'est un ensemble de choses. Moi, je me C'est ça. souviens donc voilà, c'est un des aspects, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va exploser les compteurs en termes de référencement. Ça fait partie des bonnes pratiques, mais on peut pas tout miser là-dessus. Et donc, c'est une stratégie plus globale qu'il faut mettre en place sur le SEO. En fait, il faut remettre les éléments dans leur contexte. Google a une énorme responsabilité, euh, puisque donc c'est le moteur de recherche le plus utilisé, en tout cas en Europe, c'est quand on lui pose une question, il détient une forme de vérité et il va dire, bah voilà, le premier résultat, c'est le plus légitime, le deuxième résultat, etc., etc. Et en fait, il joue un rôle énorme d'influencer la vie économique des entreprises qui va plus ou moins faire ranker. Et donc, il a une responsabilité. S'il met en première position quelqu'un pour lequel bah, finalement la qualité de service n'est pas bonne, ou la qualité de produit n'est pas bonne, etc., c'est le risque de voir des utilisateurs déçus, des internautes déçus. Et en fait, un internaute déçu, il va ne plus avoir confiance dans le moteur de recherche, et donc il va se mettre à utiliser soit d'autres moteurs de recherche, soit des systèmes parallèles. Et en fait, Google a vraiment conscience de ça depuis toujours, de cette responsabilité énorme qu'il a sur les épaules, et sa hantise, c'est de faire se positionner, de mettre en avant des entreprises pour lesquelles on pourrait penser qu'il y a une légitimité, et pourtant, les utilisateurs ou les clients de cette entreprise sont déçus. Et en fait, ce qu'on voit avec le dernier algorithme, c'est que vraiment, Google veut donner la part belle et le dernier mot aux utilisateurs. Lui va filtrer avec ses algorithmes un certain nombre d'éléments, mais ce qui va surtout intéresser Google, c'est ce que les autres, les utilisateurs réels, pensent de l'entreprise ou du service. Et c'est là où les plateformes tierces, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles simplifient énormément la vie de Google, parce que d'un point de vue algorithmique, savoir qui est réellement client de telle ou telle entreprise, si elle est réellement en B2B, en B2C ou sur les deux, etc., c'est quasiment impossible. Et donc, tout ce qui est compliqué pour Google lui coûte du temps, de l'argent, du développement, de l'intelligence, etc. Donc, tout ce qui va simplifier la vie de Google, typiquement, les rich snippets, c'est ce principe-là. C'est je donne à Google directement dans le bon format l'information qui va être intéressante. Tous ces éléments-là vont faire que Google va gagner du temps. Et donc, s'il gagne du temps, il va pouvoir traiter plus de données ou traiter des données plus rapidement. Et donc, c'est un élément qui a une vraie valeur pour lui. Ce qu'on voit avec la dernière mise à jour algorithmique, c'est que cet élément d'avis, de confiance et de preuve sociale en général, ce qu'on dit de vous, est vraiment central. Donc, quelques mois, on n'a pas encore beaucoup de recul sur l'impact de cette mise à jour algorithmique, mais typiquement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, après EAT, qui date de 2014, on a eu des répliques assez fortes. On a eu Medic Update en 2018, qui a complètement changé la donne pour un certain nombre de sites. On a eu des mises à jour, je pense à celle de mars 2019 aussi, algorithmique, qui a complètement fait s'écrouler tous les trafics qui venaient des forums, parce que c'était une source pas suffisamment fiable, parce que quelqu'un qui donne son avis sur tel ou tel sujet, peut-être qu'il n'est pas du tout légitime, et peut-être qu'il est manipulé pour le faire, et peut-être que c'est manipulable. Et donc, en fait, on est, à mon sens, au début d'un parcours qui va prendre un certain temps à se mettre en forme et à ce qu'on comprenne exactement les contours de tout ça et la mécanique de tout ça. Mais il est certain qu'on ne peut plus affirmer sur son propre site qu'on est le meilleur. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. On ne peut plus l'optimiser pour le SEO de manière crédible pour Google. Et Google a les moyens
matérielle, économique et philosophique, d'aller chercher de l'information autre et de croiser tout ça. Et donc, l'avenir du SEO passera bien évidemment par les fondamentaux du SEO, mais passera aussi par une adaptation de ces méthodes de travail à l'adaptation algorithmique perpétuelle que met en place Google. Et donc, si Google, depuis quelques mois, se dit que l'expérience et le véritable retour d'expérience sont clés pour lui, ça veut dire qu'il faut s'engouffrer dans cette voie. Okay. Et si du coup je peux donner aussi un peu une piste d'ouverture sur le sujet des avis clients en B2B spécifiquement, quoi qu'il en soit, ça reste quand même un attendu de vos prospects. Tous vos prospects ont besoin de savoir avec qui vous travaillez et de savoir ce que vos clients disent de vous avant de s'engager avec vous. Je crois qu'il y a une statistique qui montre que aujourd'hui, entre 60 et 90% de la décision d'achat en B2B, elle est faite avant même d'avoir contacté quelqu'un de chez vous. Donc ça reste quand même un des fondamentaux. La question, c'est comment on le fait. Et nous, on a un parti pris, en tout cas chez Trustwallet, qui est assez fort et qui va pas mal dans la logique de ce que tu nous as expliqué sur l'algorithme. C'est de rentrer vraiment dans le détail de la collaboration. Donc, pas simplement partir sur des avis, c'est super, mais avoir quelque chose qui est détaillé et potentiellement, en fait, permettre pour chaque témoignage de rajouter du contenu riche et de parler vraiment d'une collaboration et d'une histoire. Et ça, du coup, ça a un impact aussi bien du coup, sur la qualité des témoignages que vous faites remonter que du coup aussi pour vos prospects de pouvoir montrer une histoire et une collaboration. Pouvoir raconter ça, ça a encore plus d'impact que simplement c'est super de travailler avec Trustfolio ou Foxglove par exemple. Il y a des questions, enfin la question de Régis elle est hyper intéressante, je ne sais pas si on peut y... Ouais, vas-y Sébastien. Juste pour, d'un point de vue algorithmique, corroborer ce que tu viens de dire, en février dernier, donc là, il y a quelques semaines, on a une mise à jour algorithmique sur les produits. Et donc, cette mise à jour sur les avis produits, notamment, Product Review, elle a eu pour objectif de sortir de l'écosystème tous les avis qui n'ont pas de réel fondement et d'apport réel pour la personne qui va suivre l'avis. Du type, c'est super, je suis ravi, c'est très bien. Ça apporte absolument pas d'informations à la personne pour qu'elle fasse son choix. Et donc, en fait, Google a du mal à savoir si on est un acteur B2B, B2C ou des deux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui adressent pas mal de marchés via les mêmes sites potentiellement. Et donc, en fait, ce qui se passe sur ces avis-là va avoir exactement le même écho sur les avis qui sont reçus par Trustfolio notamment. Un avis qui est argumenté, où la personne va prendre le temps d'expliquer de manière un peu littéraire, mais ce qui lui plaît dans la relation, ce qu'elle a apprécié, ce qui pourrait être amélioré, etc. Un avis objectif, ça aura du sens. C'est super, ils sont très compétents, ça n'a pas de sens. Et donc en fait, on va vraiment rester dans cette logique où on va essayer de donner un maximum d'informations utiles à l'internaute. Ça va être l'enjeu de Google. Et donc d'écrémer, d'épurer tout ce qui, au final, n'est pas analysable et n'a pas d'intérêt pour lui. Les je ne suis pas content ou c'est super, ça ne permet absolument pas à quelqu'un de faire un choix parce qu'on ne sait pas sur quels critères le retour est basé. Ok, alors la question de Régis, je ne sais pas si on pourrait répondre. Est-ce que Google valorise plus les avis déposés sur des plateformes tierces que ceux déposés sur une fiche Google My Business? Et là, du coup, j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est que au-delà du médium, c'est un peu la qualité du témoignage. Si on a 10 témoignages ultra qualitatifs, ultra argumentés sur une plateforme, ça peut être, je fais appel à ton expertise, ça pourrait a priori avoir plus de valeur que 50 avis, 5 sur 5, c'est super. En tout cas, alors je n'ai pas de data pour le prouver, mais ce qui est certain, c'est que Google sait depuis très longtemps que les avis Google My Business sont manipulables et qu'on a des comptes au Bangladesh qui donnent des avis sur tous les produits et services de la Terre, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds ou jamais utilisé ces produits-là ou ces professionnels-là. Donc Google à cause de cette responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas du tout intérêt à faire de ces critères-là un élément de ranking parce qu'ils sont tellement manipulables que ça en serait ridicule. Par contre, effectivement, une plateforme tierce dont le cœur de métier, c'est d'apporter cette légitimité d'une personne qui va donner un avis par rapport à une entreprise ou un service, et ça, à mon avis, ça a beaucoup plus de poids.
Je suis incapable de dire comment Google le valorise, mais si Google accorde beaucoup de confiance à ces sites-là, c'est que il sait qu'il y a une vraie légitimité dans les propos qui sont tenus sur ces sites-là. Et donc, il va le valoriser. Ouais, du coup, ça rebondit un peu avec ce que vient de dire Nicolas. Au final, la, la clé, c'est un peu la qualité du contenu. C'est toujours la même chose. Si on a des avis documentés et qualitatifs, ça aura toujours plus de poids que des avis très rapides, pas documentés, pas argumentés, quoi. Oui, et je pense le côté tiers de confiance. Mettre sur son Ok. site des avis qu'on collecte soi-même et qui disent que c'est super, même très argumenté, n'a pas du tout, à mon sens, le même impact que un certain nombre d'avis sur un site tiers avec une vraie explication du pourquoi, comment, dans quelles conditions j'utilise le service ou le produit, ce que j'en ai pensé, etc., etc. Et donc, si c'est la dernière question, je pense, celle de Léo. Si je veux ultra bien utiliser, donc admettons, j'utilise une plateforme d'avis tiers, type Trustfolio. Donc, Trustfolio redirige vers mon site, donc positif à la fois dans les contenus que je récupère et en même temps aussi pour le netlinking. Est-ce qu'à l'inverse, avoir un lien de mon site vers la page Trustfolio, c'est quelque chose où la page, je ne sais pas, d'autres avis, d'autres plateformes tierces d'avis vérifiés, est-ce que c'est positif de le faire aussi dans ce sens-là ou est-ce que le simple lien de la plateforme tierce vers mon site à moi suffit? Je pense que le simple lien de la plateforme tierce vers le site suffit. Cependant, le fait d'indiquer, parce que là on est très centré sur les algorithmes et sur Google, il y a quand même un acteur qui est fondamental, qui est l'internaute, et c'est lui qui va faire aussi le choix. Et donc, le fait d'avoir sur son site une référence à un tiers de confiance, potentiellement un lien où la personne peut aller vérifier réellement ce qui s'est dit, ça a vraiment du sens pour l'internaute. Je pense que d'un point de vue algorithmique, Google est capable de mapper tout ça sans qu'on ait besoin de lui faire un lien, même s'il n'y a pas de lien. euh, on, le, on a quelques études qui le prouvent, même si on n'a pas de lien, quand on est cité dans un média de très forte autorité, ça a un impact positif sur la visibilité d'un domaine. Ça soit notamment sur des pages de type Wikipédia. Wikipédia fait aucun lien en dofollow. Par contre, quand on apparaît dans Wikipédia, il y a un bonus pour le domaine parce qu'il y a une légitimité, une notoriété qui sont importantes. Donc, pour répondre très clairement, je pense que d'un point de vue algorithmique, ça n'a finalement pas d'impact parce que Google l'a déjà mappé sans ça. Il connaît suffisamment le web pour l'avoir mappé sans ça. Par contre, d'un point de vue utilisateur, bien sûr que ça peut avoir un intérêt et ça peut permettre à l'utilisateur d'aller confronter aussi d'autres avis, d'autres expériences. Et donc, en fonction de sa propre grille de lecture, hein, typiquement on le voit sur Trustfolio, on a des qualités qui sont rattachées à une collaboration. Et en fait, toutes les personnes n'ont pas les mêmes hiérarchies de qualité. Et donc, la réactivité pourrait être très importante pour quelqu'un et peut-être moins pour quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, le fait de permettre à l'internaute d'aller regarder une information qui est concrète, précise, légitime, argumentée, détaillée, et de se faire lui-même son propre avis, c'est exactement ce que va chercher l'algorithme dans les mois et années à venir, c'est sûr. Ok, top. On arrive au bout du temps. Je voulais te remercier. J'ai trouvé ça hyper concret, ultra pédagogique. Et moi, j'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que ça a été le cas pour tout le monde. On vous enverra un mail avec Sébastien avec le récap et la vidéo. N'hésitez pas, on a nos coordonnées qui vous seront envoyées aussi. Donc, si vous voulez échanger avec l'un d'entre nous, que ça soit pour la partie collecte d'avis via une plateforme tierce ou que ce soit pour votre stratégie SEO, on est à votre disposition. Et encore une fois, on espère vraiment que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Et moi, je trouve que c'était vraiment top. Merci Sébastien. C'était canon. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Merci Thomas pour l'invitation. Très bon moment. J'espère que c'était intéressant et productif pour tous, qu'on a pu éclairer un petit peu, tout en restant humble, mais apporter un éclairage un peu supplémentaire sur cette thématique qui est complexe.
et puis qu'elle permettra à chacun de définir les étapes à venir à la fois dans les stratégies SEO et dans les stratégies d'avis. Et voilà. Merci en tout cas Thomas pour ce moment d'échange. Merci à tous et puis très bonne journée. Très bonne journée à tous, merci. Merci beaucoup. Au revoir.